Bonjour à toutes et à tous, est-ce que vous nous entendez? Ah super, merci pour les petits pouces levés. Merci d'être là, merci pour votre curiosité et votre confiance. Aujourd'hui, on va vous faire une petite conférence rapide en vous parlant du radiateur RCE, donc comme une alternative à la PAC en RE 2020. Voilà, vous allez voir, c'est un sujet extrêmement intéressant. Vous aurez sûrement plein de questions, donc vous pourrez venir nous voir sur le stand de toute façon à la fin. Alors pour commencer, je vais me présenter. Je suis Gwenaëlle Battard, je suis responsable projet chez Estia. Et donc Hubert de Saint-Laurent, également responsable projet. Voilà, donc avant de rentrer dans le vif du sujet, ce que je vous propose, c'est déjà de mettre un petit peu de contexte historique sur Estia. Estia, c'est une entreprise nantaise qui existe depuis 2016, donc ça fait déjà 10 ans. Il y en a peut-être qui nous connaissaient sous un autre nom, With Element. À l'époque, on faisait un récupérateur de chaleur des eaux usées, des eaux grises. Voilà. Et puis finalement, on s'est dit, avec toute cette connaissance qu'on a acquis, parce qu'on a pu positionner des milliers d'unités, notamment beaucoup chez les bailleurs, qu'est-ce qu'on peut faire de tout ce savoir-faire de récupération de chaleur? Et on s'est dit, on va lancer un nouveau produit encore plus impactant, donc le radiateur RCE Mailleco Pro dont on va vous parler aujourd'hui. Et vous allez voir que c'est un radiateur qui n'est pas du tout comme les autres, parce que bien sûr, il est électrique, mais il est aussi numérique. C'est un radiateur RCE, donc récupération de chaleur embarquée. Et donc, en fait, sa particularité, c'est qu'il va faire du calcul informatique et générer de la chaleur fatale. Hop. Donc déjà, d'un point de vue un peu plus macro, on s'inscrit vraiment dans tout ce qui est enjeu national. Vous le savez sûrement, mais en tout cas, aujourd'hui, le grand enjeu, c'est vraiment de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Donc pour ça, on a le programme de la neutralité carbone 2050, très ambitieux, qui va intégrer du coup la programmation pluriannuelle de l'énergie, la stratégie bas carbone. Et nous, en fait, on va s'inscrire dans cette démarche à notre niveau, avec notre chauffage, avec tout ce qui est promotion des énergies renouvelables pour le chauffage, la récupération de la chaleur fatale, mais également le remplacement progressif des systèmes de chauffage fossiles par des systèmes bas carbone. Voilà, donc c'est aussi dans cette optique qu'on a été sélectionné dans le programme France 2030, que vous connaissez peut-être. En tout cas, donc c'est sur les volets climatiques et sur la souveraineté numérique. Donc vraiment, ce programme, en fait, son objectif, c'est de rattraper le retard industriel français en investissant dans les technologies innovantes et surtout en soutenant la transition écologique. Alors évidemment, comment ça se matérialise? Beaucoup d'entre vous le savent déjà, vous connaissez sûrement tous la RE 2020. Il y en a que ça va faire frissonner, d'autres qui seront très contents. En général, ça fait frissonner. La RE, donc Réglementation environnementale 2020, qui se base en fait sur 6 indicateurs majeurs que vous pouvez voir là sur la slide. Donc on a des indicateurs de performance énergétique du bâtiment. Donc là on parle de BBio, de CEP, de CEPNR. On a aussi des indicateurs de performance environnementaux. Donc là on est sur ce qui est IC construction et IC énergie. Et on a aussi le degré heure pour le confort des occupants. Nous évidemment on va s'intéresser à tout ça, vous allez le voir, avec notre solution. Merci Gwen. Donc qu'est-ce que c'est la chaleur fatale? C'est de la chaleur qui est générée lors de processus industriels ou techniques, mais qui n'est généralement pas utilisée à d'autres fins. Et justement, de la chaleur fatale, il y en a énormément dans les data centers. Je pense que vous savez tous ce que c'est, des grandes salles dans lesquelles vous avez des composants, en tout cas des baies informatiques, qui vont réaliser pas mal de calculs. Et le problème qu'il y a, c'est que les data centers ne font absolument rien de cette chaleur. Et c'est même pire, c'est que pour éviter que ces composants informatiques soient endommagés par cette chaleur, il y a besoin de froid, il y a besoin de climatisation. Et le problème, c'est que ce besoin de froid représente 40% de la consommation électrique des data centers. Et donc ça pose un vrai problème. Ça pose un vrai problème parce que la consommation donc, des data centers prend une part de plus en plus importante en France et puis également dans le monde. Vous voyez qu'à l'heure actuelle, c'est à peu près 2% de la consommation électrique en France. Et avec l'arrivée de l'IA, qui consomme énormément de ressources, c'est quasiment, en tout cas c'est plus de 30% chaque année. Donc à horizon 2030, ce sera plus de 13% au niveau mondial.
Petite anecdote pour que vous puissiez prendre conscience de l'impact de l'intelligence artificielle sur les data centers. OpenAI, donc, qui développe ChatGPT, l'infrastructure aux États-Unis n'est pas capable de fournir, en tout cas l'infrastructure électrique n'est pas capable de fournir les besoins. Donc ils sont en train de développer leur propre centrale nucléaire pour fournir ce besoin d'électricité. Donc c'est vraiment un enjeu français et même mondial. Donc comment fonctionne notre radiateur ? Vous avez 2 modes de chauffe. Vous avez une partie résistive, que vous connaissez tous comme voilà, le bon vieux effet Joule, le radiateur électrique, mais vous avez également des modules RCE. Comme l'a dit Gwenaëlle, c'est la récupération de chaleur fatale embarquée. Donc ces cartes électroniques dont je vous ai parlé. Lorsque, évidemment, on ouvre, on active le radiateur, c'est la carte électronique, le module RCE qui fournira le chauffage. Et puis s'il y a une consigne qui est un petit peu plus importante, ce sera la résistance qui viendra en appoint. Et c'est justement là où on intervient, donc vous puissiez comprendre le fonctionnement. À l'heure actuelle, ce sont ces data centers qui réalisent le calcul. Et maintenant, avec nos radiateurs, donc l'image de droite, pour un même calcul réalisé, ça va présenter 2 avantages. Le premier, il y a peu besoin de climatisation, donc c'est quasiment 2 fois moins d'énergie qui est consommée au niveau national. Et le deuxième intérêt, c'est que la chaleur qui auparavant ne servait à rien, à part peut-être chauffer les oiseaux, maintenant elle a une utilité. Elle chauffe des logements. C'est pour ça qu'on parle de valorisation de la chaleur fatale. Et c'est pour ça que notre solution a un intérêt stratégique pour l'État en France. Alors on revient sur l'aspect réglementaire pour vous faire plaisir. On parlait de la RE 2020 tout à l'heure. Donc nous, en fait, on a un impact très positif sur les indicateurs de la RE 2020. Donc sur le CEP, sur le CEPNR, puisque en fait, la partie de calcul informatique, la chaleur fatale qui va être générée par ces calculs-là, c'est de l'énergie renouvelable qui est en fait captée sur le bâtiment et qui est comptabilisée à 0. Donc ça vous permet d'avoir d'excellents résultats thermiques. Après, en termes d'IC énergie, on est sur de l'électricité, énergie décarbonée, contrairement au gaz par exemple. Et l'IC construction, nous on a notre fiche PEP qui est sur la base IGNIES et on a de très bons résultats. On valide les seuils 2025, les seuils 2028. On a même de meilleurs résultats qu'une PAC. Alors bon, je vais vous donner quelques petits exemples parce que ce sera quand même beaucoup plus parlant. Donc là, vous pouvez voir un cas d'étude pour le groupe Action Logement. On est sur 120 logements sur cette opération. Donc, ils ont essayé de faire passer radiateur électrique classique avec ballon thermodynamique. Comme vous pouvez le constater, ça ne fonctionne pas. D'un point de vue seuil, on est au-dessus. Donc, ils sont partis sur nous avec ballon thermodynamique et là, on est conforme. On a quand même 42% de gains sur le CEP, 27% sur le CEPNR. C'est vraiment beaucoup. C'est des chiffres en fait, qui pour nous en fait, sont très habituels. Un autre cas d'étude avec le nouveau constructeur, donc là on est sur une opération de 85 logements. Donc ils ont essayé radiateur effet Joule classique avec ballon thermodynamique et photovoltaïque. Malheureusement ça ne fonctionne pas. Le premier réflexe des bureaux d'études dans ces cas-là, c'est quoi ? Ça ne fonctionne pas, on essaye de la PAC, logique. Donc ils ont essayé la PAC hybride collective et là en effet donc ça fonctionne, ça correspond. Mais pour ce projet-là, ils avaient vraiment un désir de solution individuelle. Donc, ils sont partis sur nous avec ballon thermo. Et là, on est un peu meilleur que la PAC. Et pareil, on a de très bons résultats sur le CEP et sur le CEPNR. Mais surtout, ce qui va être très important sur ce projet, eux, en fait, ils avaient cette contrainte, en effet, de vouloir vraiment éviter le collectif pour différentes raisons. Et notamment parce que quand vous avez un problème sur une PAC collective, vous l'avez sur tout votre bâtiment. Alors que quand vous êtes sur une solution individuelle, là c'est quand même beaucoup plus facile à gérer. Mais surtout, c'est parce que c'était beaucoup moins cher de passer par nous. Et là je laisse la main à Hubert qui va vous parler des chiffres justement. Alors je vais prendre un exemple qu'on a pu mener avec Batigère dans la région Est. Donc le client avait la possibilité, et c'était son scénario de base, de partir sur la PAC double service. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on était sur une opération d'une 40aine de logements sur 2 bâtiments. Donc le client voulait de la PAC double service. Vous voyez que ça représentait un peu moins de 600 000 euros fournis posés, donc aux alentours de 15 000 euros par logement. Et notre solution couplée avec un chauffe-eau thermodynamique coûtait quasiment 2 fois moins cher, donc un peu moins de 300 000 euros,
ce qui représente aux alentours de 7 000 euros du logement. Donc c'était une baisse significative, sachant qu'on le verra, mais le ratio c'est 50% pour notre radiateur RCE et 50% pour le chauffe-eau thermodynamique. Précisément, c'était donc deux bâtiments comme je vous le disais. Vous voyez que sur le premier bâtiment, il y a une quinzaine de logements et que le différentiel est quand même significatif, hein, un petit peu plus de 130 000 euros. Même chose pour le bâtiment B, bon là la différence est encore plus importante, plus de 150 000 euros. Donc c'est pour ça que lorsqu'on regarde l'opération dans sa globalité, par rapport à une PAC, il y avait une économie de plus de 300 000 euros à l'investissement, donc ce qui est vraiment colossal, et ce qui est un apport non négligeable compte tenu de la difficulté financière que les maîtrises d'ouvrage peuvent avoir pour faire tourner des opérations. Et il y a un dernier élément à prendre en compte par rapport à l'investissement pour vraiment mesurer tout l'impact positif qu'apporte Mayeco Pro. On a vu là que sur cette opération, le Mayeco Pro, donc le radiateur RCE, permettait une économie de 300 000 euros à l'investissement. Et souvent, les gens disent très bien, mais une PAC, moi, elle me permet de faire des économies en termes de facture, avec un COP qui est compris entre 2 à 5, ça va dépendre des régions. Ceci étant, ce qu'on voit en moyenne, sur un COP de 2-3, c'est que ça permet une économie en moyenne de 22 euros par mois et par logement. Donc sur cette opération, ça représente une économie d'un petit peu moins de 10 000 euros par an. Donc pour que le surinvestissement lié à la PAC permette d'équilibrer cette économie, il faudrait 31 ans. Le problème, et vous le savez très bien je pense, c'est que la durée de vie d'une PAC est de 17 ans. Donc en fait c'est impossible avec une PAC de pouvoir avoir ce retour sur investissement. Et notre solution, justement, avec un coût bien plus avantageux et très intéressant pour les maîtrises d'ouvrage. Et donc je vais faire un focus cette fois sur la partie exploitation pour vraiment comprendre l'intérêt de notre solution. Vous voyez sur le premier schéma et le troisième schéma que sur une opération d'une trentaine de logements, de la PAC double service va coûter un petit peu plus de 500 euros par an. Alors que sur le troisième bâtonnet, vous voyez qu'une solution, donc effet Joule plus chauffe-eau thermodynamique, va coûter moins de 500 euros par an. Et comment comprendre cette différence ? Vous avez deux couleurs à regarder. Vous avez le jaune et le gris. Le jaune, donc c'est la conso-élec immobilière, donc tout ce qui va regrouper le chauffage, le CS, la ventilation. Et le gris, c'est la maintenance. Donc vous voyez, sur le troisième bâtonnet par rapport au premier, la partie jaune est plus importante, mais finalement assez peu, parce que 3 fois de pas grand-chose, ça reste pas grand-chose. La grande différence, c'est le gris sur le troisième bâtonnet, qui est évidemment beaucoup plus petite. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de maintenance sur notre radiateur. Il y en aura toujours sur le chauffe-eau thermodynamique, mais elle est moins importante. C'est pour ça que d'un point de vue financier, c'est vraiment intéressant pour les occupants de choisir notre système. Et puis il y a un avantage également qui est significatif, en tout cas ce que nous remontent les bailleurs, c'est la simplicité. Parce que les compétences pour maintenir une PAC sont quand même plus rares sur le marché. Lorsque le système tombe en panne, ça peut durer quelques jours, voire quelques semaines. Ce qui n'est pas le cas avec notre système et ce qui est quand même beaucoup plus gérable avec un chauffe-eau thermodynamique. Donc vraiment en termes de simplicité, c'est un système qui est largement apprécié. Alors justement, je rebondis aussi sur ce que disait Hubert, la simplicité mais aussi le dimensionnement. Vous le savez bien, quand on est sur de la PAC, il nous faut des locaux techniques qui prennent de la place en sous-sol, qui ne sont pas valorisables. Nous, vous n'aurez pas ce problème-là, on est sur une solution individuelle. Donc cet espace-là, vous pouvez le valoriser d'un point de vue financier et concret, avec des places de parking, avec des locaux à vélo par exemple. Pareil, on n'a pas d'unité extérieure, donc en toiture, il y a beaucoup maintenant de rooftop ou de jardins partagés. Ça donne beaucoup de valeur à un projet, mais on peut aussi, pourquoi pas, accueillir un nouveau lot. Et vous évitez aussi tous les problèmes en fait, de dimensionnement acoustique, la pollution visuelle, tous ces problèmes-là aussi qui sont liés aux solutions collectives comme la PAC. Donc nous, on a beaucoup travaillé sur le développement de notre radiateur que vous pourrez découvrir sur notre stand. On a beaucoup travaillé sur le confort thermique. C'est aussi un enjeu de la RE 2020. On est donc sur de la chaleur douce qui va permettre en fait d'avoir vraiment la meilleure qualité en fait, de confort possible, le meilleur ressenti pour les occupants, une chaleur bien répartie dans toute la pièce. On est sur un radiateur qui est très simple d'utilisation,
avec un panneau de configuration très simple. Il y a aussi une application qui fonctionne avec. Elle est totalement gratuite et absolument optionnelle, hein, mais elle est quand même très pratique. Donc on est sur un fonctionnement qui est totalement silencieux, ça aussi c'est important, donc il n'y a pas du tout de bruit. Le design s'intègre à tous les types de logements, puisqu'on est sur quelque chose de très épuré, de simple. Et donc en fait la chaleur aussi arrive très rapidement. Donc il y a vraiment un confort de chauffe avec notre solution. Donc on a des options avancées, des options de programmation avancées. On a détection de présence, détection de fenêtres ouvertes qui permettent aussi de réajuster sa consommation énergétique. On peut personnaliser aussi sa consommation. On peut réajuster en fonction de ses besoins. Voilà, on est sur un radiateur intelligent, vraiment. Donc, les options de programmation intelligente, voilà, je vous les ai citées, mais il y a aussi toutes les autres comme manuel, hors-gel, jour-nuit, qui sont aussi très pratiques. Imaginez, vous avez laissé le chauffage, vous partez en vacances, vous pouvez le mettre en mode hors-gel à distance. Quand vous avez des options comme ça vous permet, si jamais vous arrivez à bien monitorer votre consommation, d'avoir de belles économies sur votre facture d'électricité. Donc voilà, c'est vraiment un pilotage simple et intuitif. Et donc maintenant, l'architecture, comment on le met en place? Simple, une accroche murale au dos du radiateur, vous comptez 20 minutes de pause, 30 minutes de pause par radiateur, et vous avez 2 raccordements, un raccordement électrique et un raccordement réseau. Et puis pour la partie réseau, on a l'habitude de se raccorder au réseau des services généraux qui commence à devenir un standard compte tenu du besoin croissant qui est en Internet sur les bâtiments. Donc en termes d'architecture, c'est une box qui est positionnée dans les communs, souvent local technique, mais s'il n'y a pas la place, vous pouvez le mettre en gaine palière. Et de cette box, vous allez avoir le câble, donc le RJ45 qui remonte dans la gaine technique du bâtiment, et ensuite une double architecture en étoile, c'est-à-dire un switch par palier pour aller fournir le raccordement réseau aux différents logements, et un deuxième switch dans le logement, donc dans le coffret de com, pour aller fournir ce raccordement réseau aux différentes pièces, et dans chaque pièce, la connexion qui sont RJ45, donc quelque chose de vraiment simple. Et pour terminer, quels sont les types de projets sur lesquels on est pertinent? Une petite moitié, c'est lorsque le radiateur classique a du mal à respecter la RE 2020. Et si jamais ça passe, il faut souvent le renforcer. En tout cas, le BBO, il faut souvent le renforcer de manière significative et parfois mettre des panneaux photovoltaïques. Et comme l'a démontré Gwenaël, on est toujours conforme, donc c'est pas un sujet et surtout c'est moins cher. Et la grande majorité de nos opérations, c'est une maîtrise d'ouvrage qui soit de la PAC, parce que c'est la solution de référence, qu'il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas de difficulté d'un point de vue réglementaire, sauf que lorsqu'on est présenté, on est retenu dans une large majorité des cas. C'est beaucoup plus simple à dimensionner et à déployer. Il n'y a pas de nuisance sonore et visuelle. On récupère de la place dans les locaux techniques. Il n'y a pas de maintenance et c'est moins cher l'investissement, donc c'est quand même largement apprécié. Et ensuite, du logement. Logement collectif classique, résidence étudiante, résidence senior et également maison individuelle. Voilà. Alors juste avant de passer aux questions, je me permets de rajouter une petite chose en fait qui est quand même très très importante. On a un titre 5 et c'est ce qui nous permet en fait d'avoir aussi d'excellents résultats dans les calculs thermiques. On a également un fil pilote dans le radiateur pour les thermostats connectés. Et maintenant en effet, je vous remercie déjà pour votre attention et je vous propose qu'on passe aux questions. On va peut-être le poser sur les... Oui. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui. D'abord, merci pour cette présentation. Moi, j'ai une petite question, c'est quand les résidents décident de couper le chauffage, les radiateurs, ils sont faits pour avoir donc une puissance de calcul, mais donc les entreprises qui vont utiliser cette puissance de calcul, comment ils font si cette puissance de calcul n'est pas disponible quand le chauffage est coupé, que ce soit en été ou quand les résidents décident de le couper en dehors? C'est une très bonne question qui revient très très souvent. Alors en fait c'est très simple, le radiateur ne fonctionne que quand il y a une consigne de chauffage. Voilà. Donc même si en hiver la personne n'a pas envie de mettre son radiateur, ça ne fonctionnera pas. En été ça ne fonctionnera pas. Si le chauffage est coupé, ça ne fonctionnera pas. Donc voilà, l'utilisateur n'a aucune obligation. Nous on a intégré tout ça dans notre business model. Donc c'est lissé sur l'année, on le sait et c'est intégré.
Bon, j'ai peut-être mal compris le fonctionnement de votre radiateur, mais finalement, la carte électronique qui est à l'intérieur produit de la chaleur par effet Joule. Et tout comme la résistance. C'est-à-dire que au final, la puissance thermique obtenue à partir d'une certaine puissance électrique, elle est la même que celle qu'on aurait avec un radiateur à chaleur douce et noyau fonte de même puissance. Alors, vous avez raison, le rendement de la carte électronique est de 100%. C'est-à-dire que 1 watt d'énergie donnera 1 watt de chaleur. Donc en termes de rendement, que ce soit la carte électronique ou la résistance, c'est le même principe, la même facture pour l'occupant. Après, comme on l'a vu, l'énorme intérêt pour la maîtrise d'ouvrage, c'est de pouvoir positionner ce radiateur dans ses opérations, avec tous les avantages qu'on vient de voir. Et pour l'occupant, lui, c'est de s'affranchir de la maintenance et finalement, lorsqu'on regarde le coût global à l'exploitation, de s'y retrouver financièrement. Je vois quand même pas l'avantage, même financier par exemple, par rapport à un ensemble de radiateurs à chaleur douce avec fil pilote et une installation de contrôle centralisé au niveau de l'appartement ou de la maison. Quand vous dites que vous ne voyez pas l'avantage, c'est-à-dire L'avantage financier, je consomme une certaine quantité d'énergie électrique, ça me fournit une certaine quantité d'énergie thermique. Je peux tout aussi bien la réguler, l'ajuster avec un radiateur classique à fil pilote. vous pouvez tout à fait, mais ce qu'on voit à RE2020, c'est que c'est compliqué quand même de voir des radiateurs électriques. Et c'est pour ça que pour nous, l'élément de comparaison qu'on voit assez souvent, c'est par rapport à de la PAC. Par rapport à de la PAC, en effet, on va consommer un petit peu plus d'énergie, mais les enveloppes ont tellement bien progressé ces dernières années que la différence de consommation de facture est vraiment faible. Et puisqu'il n'y a pas de maintenance sur notre radiateur, d'un point de vue financier, il s'y retrouvera. Je ne sais pas si tu veux compléter, Gaëlle. Oui, en fait, c'est exactement ça. Enfin, c'est vraiment, il faut imaginer que maintenant, sur les projets RE2020, c'est très compliqué de mettre de l'effet Joule. Si vous voulez en fait avoir une solution en tout électrique et individuelle, c'est quand même un énorme avantage de pouvoir positionner notre solution. Et puis aussi, il faut penser à l'avenir, au seuil 2028, avec l'impact carbone. Vous allez augmenter le B-bio, ça aura un impact énorme aussi sur votre bilan carbone à la fin. Ça risque de vous coûter vraiment beaucoup plus cher et d'être beaucoup plus contraignant. Donc c'est des calculs à faire. Mais en général, nous, quand on est face à ce genre de situation, on est très souvent positionné, puisque justement, il y a aussi un investissement sur l'avenir. Et puis, chacun y voit vraiment son compte, puisqu'on n'est pas obligé d'augmenter l'enveloppe. Et ça coûte vraiment très cher d'augmenter l'enveloppe, tout simplement. Je suis pas convaincu. Et vous pouvez passer sur notre stand après si vous le souhaitez, on pourra en reparler. Le stand numéro 15. Oui, moi je voulais savoir, on parle bien du seuil RE2020 standard, on n'est pas obligé justement de surisoler pour atteindre la performance requise pour pouvoir mettre votre solution électrique, enfin électrique à chaleur fatale. C'est ce que vous avez pu voir en effet dans les slides. Nos radiateurs offrent un tel gain sur le PSE-PNR qu'il n'est plus nécessaire de surinvestir dans l'enveloppe pour positionner nos radiateurs sur les opérations. Ok. Ma deuxième question, c'est quelle est la part du coût de fonctionnement lié au process finalement du data center qui incombe quand même à l'utilisateur, je suppose, dans sa facture. Est-ce que vous avez un détail en part de consommation réelle pour produire la chaleur et ce que coûte finalement le fonctionnement du micro data center? Est-ce que ça, on a des éléments? Alors en fait, il faut vraiment imaginer que pour l'utilisateur, ce sera comme un effet Joule. Donc en termes de consommation électrique, ce sera pareil. Après, nous, on a deux modèles, enfin on a 4 modèles de radiateurs. On a deux 750 watts et 2500 watts. Et il y en a qui ont soit un cœur numérique, donc de 150 watts numérique, soit deux cœurs numériques de 300 watts numérique. Donc déjà, la part en fait, de calcul ne sera pas forcément la même en fonction du modèle que vous allez sélectionner. Maintenant, ce que disait tout à l'heure Hubert, c'est que de toute façon, en réalité, enfin je vais le redire, c'est que qu'on soit sur la résistance électrique ou qu'on soit sur les cœurs numériques, on va avoir la même consommation d'électricité et on va restituer la même chaleur.
D'accord, donc le coût de fonctionnement reviendra au même qu'un radiateur électrique classique. Tout à C'est fait. uniquement, on arrive à passer en RE2020 finalement, parce qu'on va avec un système qui ne sera pas aussi cher en investissement. Mais si on parle de locatif, le coût de fonctionnement restera celui d'un chauffage électrique. Tout à fait. D'accord. Et puis ma dernière question, y a-t-il un projet de pouvoir faire passer ça sur des solutions en rénovation et éventuellement sans fil, avec des systèmes sécurisés de réseaux sans fil? Alors, l'année 2025 a été très importante pour nous parce qu'elle nous a permis de pouvoir valider notre titre 5 système auprès du CSTB. Et donc maintenant que ça permet de pouvoir être déployé beaucoup plus facilement sur les opérations en construction neuve. Et maintenant, on va pouvoir travailler sur cette année pour être intégré dans ce qu'on appelle la méthode de calcul 3CL, ce qui permet d'être bien valorisé en réno, ce qui n'est pas encore le cas à l'heure actuelle. Donc, prochainement, on espère, mais voilà. À l'heure actuelle, l'immense majorité de nos opérations sont situées en neuf. Bonjour. Quel est le coût approximatif d'un radiateur? Et puis, est-ce que vous avez une idée du coût de l'installation télécom qu'il faut rajouter dans le bâtiment pour connecter l'ensemble des radiateurs? Alors comme je vous le disais, on a 4 modèles. Le premier, en fait, coûte 825 euros, tarif pro hors taxe. Et après, le plus élevé, c'est à peu près 1200 euros. Donc ça vous donne une gamme de prix. Après, en fait, ça va dépendre de la typologie des logements, tout simplement. En général, quand on est sur des T1, pour l'architecture réseau, il faut compter à peu près 170 euros. Et quand on passe au T2 ou plus, on est sur 370 euros. À peu près. Mais si vous avez un projet, vous pouvez venir sur le stand numéro 15. On sera ravis d'y répondre plus précisément. Eh bien écoutez, on vous invite en effet à nous rejoindre, à venir découvrir Mayeco Pro en vrai, le toucher, prendre des photos avec. Il y en a plein qui l'ont fait tout à l'heure, hein. Ils se reconnaîtront dans la salle. On est là pour répondre à toutes vos questions et puis si vous avez envie de parler de certaines opérations aussi, on pourra voir ça ensemble. On vous remercie beaucoup pour votre attention. Et passez un très bon salon.